Dans l'actualité ce soir, cette fois c'est fait, Nicolas Sarkozy a livré les modalités définitives de la taxe carbone. Elle sera finalement de 17 € par tonne de CO2 et intégralement compensée par une baisse d'impôt ou un chèque vert. On verra en détail ce qui changera pour chacun. On le demandera aussi très concrètement à Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, qui est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. L'inquiétante disparition d'une petite fille de 8 ans sur le parking d'un McDonald's au Mans. Son père l'avait laissée dans la voiture hier soir pour aller chercher des sandwichs. Un gros dispositif de recherche est déployé. La cavale continue pour Jean-Pierre Trébert, 2 jours et demi après son évasion. Les gendarmes ont écarté plusieurs fausses pistes. On fera le point en direct dans Lyon. Nouvelle révélation en Italie sur les soirées privées de Silvio Berlusconi. Une trentaine de femmes, dont certaines rétribuées, y auraient participé. Le chef du gouvernement multiplie les poursuites judiciaires contre la presse. Enfin, le dossier de cette édition sur ces enfants nés d'un don de spermatozoïdes. Ils seraient 50 000 aujourd'hui en France et souhaitent de plus en plus la levée de l'anonymat. C'est l'un des principaux sujets de discussion des nouvelles lois de bioéthique. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Après des mois de discussion et parfois de confusion, Nicolas Sarkozy a donc tranché. Il a détaillé tout à l'heure les modalités de la taxe carbone. Tout le monde est concerné puisque les prix de l'essence, du fioul, du gaz, du charbon, mais pas de l'électricité, vont donc augmenter. C'était à Culose, dans l'Ain, tout à l'heure. Mickaël Darmon, Alain Dubas. Exprimer son admiration aux ouvriers, poser des questions aux ouvrières. Comment vous êtes arrivé là-dedans ? Faire des gestes amicaux devant les médias, les figures rituelles d'une visite présidentielle. Mais aujourd'hui, l'esprit de Nicolas Sarkozy semble ailleurs. Il joue une nouvelle partie politique avec le lancement d'une mesure impopulaire, la taxe carbone. La taxe carbone sera donc créée. Elle portera dès 2010 sur le pétrole, sur le gaz, sur le charbon, en fonction de leur contenu en gaz carbonique, qui est le principal gaz responsable du changement climatique. Changer les comportements. Le président de la République renouvelle son engagement en faveur de la croissance verte. Et au passage, tous les mots de son discours sont repeints de la même couleur. Pendant des décennies, l'homme ne s'est préoccupé de la nature que pour mieux l'exploiter. Le Grenelle de l'environnement est un vaste plan de préparation de notre pays à l'économie de l'après-pétrole. Car l'économie de l'après-pétrole, c'est pour demain matin. C'est maintenant qu'il faut nous y préparer. Signataire du pacte de Nicolas Hulot, le président de la République ne perd pas de vue le bénéfice tactique d'une politique volontariste en matière d'écologie, car la taxe carbone divise les socialistes et les verts. Alors concrètement, qui va payer et combien? Juste avant de vous l'expliquer, un mot, parce que c'est un peu abstrait, sur ce à quoi correspond l'émission d'une tonne de CO2. Ce sont bien sûr des moyennes. Eh bien c'est ce que représente par exemple une place pour 100 000 km dans un TGV, 9 000 km en avion, ce que dégage aussi 7 000 km en voiture, ou encore un an de chauffage au gaz dans un appartement de taille modeste. Alors la taxe carbone, mode d'emploi, qui, comment, combien? Explication Romain Messi. La taxe carbone concernera tous les Français dès le 1er janvier 2010. Progressive, elle s'élèvera la première année à 17 € par tonne de CO2. La taxe sera prélevée à la source. Concrètement, le litre de gazole augmentera à la pompe de 4,50 centimes d'euros, le litre d'essence de 4 centimes, soit environ 2 € de plus pour un plein de 50 litres. Au final, la taxe carbone coûtera en moyenne 74 € à un foyer en 2010, ce qui devrait rapporter au minimum 3 milliards d'euros à l'État. Mais Nicolas Sarkozy s'y est engagé, l'argent prélevé sera rendu aux ménages. Principale compensation, une baisse de l'impôt sur le revenu ou un chèque vert pour les non imposables. Le tout sera calculé sur la base d'un forfait. Ainsi, un adulte desservi par les transports en commun recevra 45 € de compensation, quand une personne isolée en milieu rural en recevra 60. Un enfant à charge correspondra à 10 € supplémentaires. En revanche, aucune compensation n'est prévue pour les entreprises qui bénéficient déjà de la suppression de la taxe professionnelle. Seules les professions jugées vulnérables, comme les pêcheurs ou les agriculteurs, devraient toucher une aide de l'État.
Alors voilà pour le dispositif. Pour en savoir un peu plus, Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, est avec nous. D'abord, Jean-Louis Borloo, je vous propose d'entendre ce qu'en pensent des familles françaises rencontrées aujourd'hui et des chefs d'entreprise. Réaction politique aussi, rassemblée par Valérie Lerouge et Arnaud Jacques. Ce commercial habite à la campagne, dans l'Ain. Il doit se rendre chaque jour à Lyon. Pour lui, pas d'autre choix que la voiture et avec la taxe carbone. Chaque mois, elle me coûtera environ 12 euros. Donc il me fera quelque chose comme pas loin de 150 euros par an. 150 euros, dont 60 que l'État lui remboursera en tant que célibataire en zone rurale. Et comme lui, la plupart des automobilistes voient cette nouvelle taxe d'un mauvais œil. Je suis contre là, c'est que tous les ans ça va augmenter, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Ça remplira les caisses de l'État, mais pas autre chose. Les professionnels montent au créneau également. Ce producteur de lait et de céréales paiera 800 euros de taxe carbone pour les 20 000 litres de fioul qu'il dépense chaque année. Pour moi, c'est une charge supplémentaire qui aggrave les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Côté politique, l'opposition se montre également dubitative. C'est un impôt vicieux parce qu'on va payer tout de suite, mais pour les ristournes promises, on nous annonce une commission. Et puis alors c'est incompréhensible, moi j'ai rien compris. Selon les Verts, c'est un rendez-vous manqué, car l'argent de la taxe carbone ne sera pas réinvesti pour l'environnement. Il faut une redistribution qui permette de changer sa chaudière, qui permette d'isoler sa maison, de changer ses fenêtres et de faire diminuer sa consommation d'énergie. Le débat arrivera au Parlement dès la fin septembre, dans le cadre du projet de loi de finances 2010. Et tout cela doit entrer en œuvre le 1er janvier, alors c'est assez complexe. Jean-Louis Borloo, d'abord, quelque chose qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, comment expliquer que ce qu'on prend d'une main et qu'on redonne finalement de l'autre, c'est-à-dire une opération neutre en termes financiers, va, disons, valoriser des comportements écologiques. En quoi? Si aujourd'hui vous avez un mode de comportement automobile, chauffage, etc., il vous coûte 100 euros. On vous dit, essayez, parce que l'après-pétrole, ça va exister. L'explosion des prix du pétrole, ça va exister. Le coût de la pollution devient insupportable. Le changement climatique est insupportable. Nous devons nous y préparer. Aujourd'hui, ça vous coûte 100. On vous dit, on vous rend 100, faites des économies, vous serez gagnant. C'est l'idée que la fiscalité écologique, ça consiste non pas à prélever plus, je rappelle que les compensations chèques verts et impôts, c'est voilà, dès le mois de février. Ça, on a compris, c'est neutre. Il y a une commission de transparence, il n'y a pas un centime, donc il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat ni de compétitivité, mais c'est l'idée du gagnant-gagnant. Quand on a fait le bonus-malus automobile, un bonus si vous prenez une voiture peu polluante et un malus quand vous avez une voiture peu pure. C'est le même principe. Les premiers jours, on a entendu « mais c'est pas vrai, mais c'est pour les caisses de l'État, mais c'est une nouvelle vignette ». Aujourd'hui, on a constaté, la France est un pays qui réduit d'1 gramme par mois ses émissions automobiles, alors que les autres pays d'Europe, c'est 1 gramme par an. Donc, il y a un principe gagnant-gagnant. L'idée générale, c'est que nous allons rentrer dans une période où il faudra détaxer les produits pas polluants, les produits verts. Le président veut qu'il y ait une baisse de la TVA sur les produits verts et taxer les produits polluants. Donc c'est vrai que cette évolution, elle est un peu angoissante. Alors, il y a très concrètement, Jean-Louis Borloo, est-ce qu'une augmentation de 4 centimes du prix de l'essence ou du gazole, ça suffit vraiment à modifier des comportements et à les rendre plus écologiques? Vous ne pouvez pas du jour au lendemain. C'est l'idée du signal prix qui est progressif, qui est intégralement compensé. Vous savez, changer à ce point nos comportements, les Français le font à une vitesse d'ailleurs assez extraordinaire. Mais là, attends, est-ce que ça va m'être vraiment compensé quand préalablement, ça sera un chèque vert ou une réduction d'impôts, et on va assister au même phénomène que pour le bonus-malus. La France est le pays qui a le plus réduit ses émissions en matière automobile. Alors ce qui est très important, c'est la progression de cette taxe dans les prochaines années, et de cela, il n'a pas été question. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur? Ça va augmenter de 5%, de 10%, de 20%? Non. Ce qui est très important, c'est il y avait 2 hypothèses, où on rentrait haut de manière linéaire, ou on rentrait bas, un peu plus bas, avec une progression asymétrique. Le président a affirmé le principe de la progressivité et souhaite qu'il y ait un conseil national avec la société civile pour
parler et définir du principe, enfin pas du principe, mais des modalités de cette progressivité. Voilà. Donc on sait pas combien... qu'on s'adapte. Non, on connaît les objectifs. Il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2020 et qu'on les divise par 4 d'ici 2050. Le fond de l'histoire, moi je comprends très bien les inquiétudes, cette espèce de révolution dans laquelle on est. Mais en même temps, même si c'est difficile à expliquer, c'est notre responsabilité pour ne pas laisser la facture à nos enfants. Une chose encore, Jean-Louis Borloo. On nous a a incité pendant des années à nous chauffer au gaz. Et aujourd'hui, le gaz est taxé et pas l'électricité. Est-ce que c'est pas illogique? C'est d'une manière générale les énergies fossiles. Je rappelle que tant qu'on était sur les principes, la fiscalité écologique, on taxe les uns et on détaxe les autres, tout le monde était d'accord. Signé par tout le monde dans le pacte écologique, voté à l'unanimité de l'article 2 du Grenelle de l'environnement, à l'unanimité. Alors après, vous savez, ceux qui disent c'est pas la bonne entrée, c'est pas la bonne modalité, c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne année, au fond du fond, c'est qu'ils ont du mal, au fond, à porter vraiment cette responsabilité qui est un peu l'honneur du politique. Vous savez, ça aurait été plus facile d'éviter ce débat, de le laisser à dans 4 ou 5 ans. Simplement, on n'a pas le temps. Il faut que les Français puissent, que nous, que vous, qu'on puisse ensemble se préparer à cet après-pétrole et à ce monde de changement climatique qui est redoutable. Merci Jean-Luc Borloo. On va à Copenhague dans 8 semaines. Et c'est bien que la France, qui a présidé en Europe l'accord européen, soit leader et ait mis ça en place dans son propre pays pour parler, pour avoir cet accord à Copenhague qui est vital. Merci Jean-Louis Borloo pour ces explications. Restez avec nous, car ce qui suit va vous intéresser. Cela concerne votre collègue au gouvernement, Brice Hortefeux. Plusieurs dirigeants politiques réclament ce soir sa démission. Motif, cette vidéo que nous allons découvrir. Ce soir, le ministre de l'Intérieur se défend d'avoir fait une plaisanterie raciste. Alix Bouyaga, Éric Delagneau. La scène a été tournée sur le campus UMP samedi dernier. On peut y voir le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, à gauche, se faire prendre en photo avec un jeune militant auvergnat d'origine kabyle. À la droite du ministre, une femme interpelle le jeune homme. Il mange du cochon, il boit de l'alcool, dit-elle. Brice Hortefeux rétorque. Ça ne correspond pas du tout au prototype. Non, c'est pas du tout ça. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Allez, bon courage. Ce soir, la gauche crie au racisme. Brice Hortefeux, lui, parle d'un malentendu. Il n'y a dans ma bouche aucune référence à une origine ethnique, maghrébine, arabe, africaine, et ainsi de suite. J'ai simplement dit, en parlant des Auvergnats, et quand il y en a un, il n'y a pas de problème, mais quand il y en a beaucoup, ça peut poser des problèmes, parce que je venais de les quitter à l'instant, et je me dirigeais encore une fois vers la sortie. Quant au militant UMP âgé de 22 ans, il relativise l'échange. S'il m'avait vraiment manqué de respect à moi ou à mes origines, qu'il soit ministre de l'Intérieur ou pas, je n'aurais pas manqué de le lui rappeler. Est-ce que vous avez eu quelqu'un de l'UMP ou le ministère de l'Intérieur depuis ? Non. Je n'ai eu personne. Personne ? Non. Sur Internet, la vidéo tourne en boucle. Elle a déjà été vue plus de 130 000 fois en 2h30. Elle vous choque, Jean-Louis Borloo, cette plaisanterie de Brice Hortefeux? Quand je vois le sourire du garçon là qui continue à discuter en riant, je pense que s'il avait senti lui une ambiguïté quelconque dans cette réunion d'Auvergnat, je pense qu'il n'aurait pas le sourire qu'il a en fin de réunion. Puis, enfin, je veux dire, je connais Brice. Enfin, je pense en plus qu'il doit être affecté. Enfin, c'est tellement pas à lui, pas ça. Enfin bon. Il n'y a pas au moins une maladresse? Vous savez, on est dans une vie publique. On peut, j'aurais été avec des Valenciennois, j'aurais pu, je sais pas, enfin, c'est le propre des vies publiques, ça. Mais enfin, en tous les cas, enfin, je pense que ce jeune homme ils étaient en plus en famille LUMP, entre Auvergnats, s'il y avait eu le début d'un vrai problème, je pense qu'il n'aurait pas souri comme il a continué à le faire. Merci Jean-Louis Borloo. Autre titre de l'actualité, cette disparition très préoccupante d'une fillette de 8 ans au Mans dans la Sarthe. Son père l'avait laissée seule dans la voiture quelques instants sur le parking d'un McDonald's. C'était hier soir, depuis plus aucune trace d'elle. Fanny Stenler, Mathias Segaud. On fouille les abords, tous les endroits où une personne peut se dissimuler. Les buissons. D'accord, on laisse rien au hasard. Ne rien laisser au hasard. Toute la journée, 150 gendarmes ont quadrillé de façon systématique la zone commerciale où a disparu la petite fille. Hélicoptères, plongeurs, tous les moyens sont mis en œuvre pour tenter de retrouver Marina, 8 ans.
une petite fille qui souffre d'une légère déficience mentale. C'est ici qu'elle aurait disparu, un parking de McDonald's dans une zone commerciale près du Mans. Il est 21h30 hier soir lorsque son père, affolé, donne l'alerte dans le fast-food où il vient de commander à dîner. Il l'a fait, le rendez-vous. Il est rentré dans le restaurant, il a commencé à chercher sa fille et donc l'ensemble du personnel est venu lui donner un coup de main et on s'est vite rendu compte que l'enfant avait disparu de la voiture. Le père raconte avoir laissé sa fille endormie sur la banquette arrière, le temps d'aller chercher 3 repas avec le grand frère âgé de 10 ans. Il dit ne pas se rappeler si la voiture était verrouillée ou pas. Il est fort possible que cette petite fille, en se réveillant et se voyant seule, ait pris peur, soit partie dans cette zone commerciale que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est quand même très importante. Le plan alerte enlèvement n'a pas été déclenché. Pour le moment, aucun indice ne semble indiquer que la fillette ait été victime d'un ravisseur. Dans une autre affaire de disparition dont on avait beaucoup parlé cet été, la vérité n'est sans doute pas celle qu'on croyait. Vous vous souvenez sans doute de cette adolescente de 14 ans, portée disparue pendant 5 jours au mois d'août. La police avait alors évoqué une fugue sans dommage. Eh bien, on a appris aujourd'hui que la jeune fille a sans doute été violée par 2 hommes au moins. La justice n'avait rien dit, semble-t-il, pour permettre à l'enquête d'aboutir. Vincent Fischmann, Olivier Combes. Dans la première version, l'histoire de Julie, 14 ans, se terminait bien. Une disparition inquiétante de 5 jours, et puis elle est retrouvée à Toulouse, saine et sauve. À l'époque, les enquêteurs parlent d'une fugue banale. Mais en réalité, la fugue se serait transformée en très long calvaire. Après s'être enfuie de ce camping où elle passait ses vacances avec ses grands-parents, elle aurait multiplié les mauvaises rencontres. L'enquête a permis d'établir assez solidement qu'au cours de son séjour à Toulouse, cette jeune fille a fait des rencontres qu'on peut qualifier de mauvaises et qu'il est possible, je dis bien possible, qu'elle ait été victime d'abus sexuels de la part de certaines des personnes rencontrées. 3 personnes ont été placées en garde à vue, 2 hommes de 34 et 22 ans de nationalité turque et une femme qui, selon le procureur, aurait joué le rôle de facilitateur. Julie, elle, est retournée dans le Nord, chez ses grands-parents. Et comment elle est en ce moment? Ça va un peu mieux, elle a repris ses cours à l'école, elle va mieux, mais enfin, elle aura besoin d'un suivi, un psy, elle va avoir un suivi. J'espère qu'ils vont être poursuivis pour cela après. À Toulouse, de nouvelles interpellations pourraient avoir lieu dans les jours prochains. La cavale continue pour Jean-Pierre Trébert. 2 jours et demi après son évasion, les gendarmes ont écarté plusieurs fausses pistes. On fera le point en direct dans un instant. D'abord, on en sait un peu plus sur le déroulement de cette évasion façon Arsène Lupin. Enquête Aurélia Guillemin, Alexis Jacquet. Jean-Pierre Trébert est toujours introuvable, mais les enquêteurs reconstituent peu à peu son évasion. Mardi matin, il embauche comme d'habitude à 8h30 aux ateliers de la prison. On le voit ici une dernière fois aux alentours de 10h30, puis plus rien. À 11h15 précise, ce semi-remorque chargé de cartons quitte l'établissement pénitentiaire en direction de Joigny. Jean-Pierre Trébert est à l'intérieur, vraisemblablement caché sous un carton sans fond. Vers 12h20, le chauffeur fait une pause déjeuner à Mennetot et stationne son camion sur ce parking d'un hypermarché. Trébert s'est-il échappé à ce moment-là? Les bandes de vidéosurveillance du magasin sont en cours d'analyse. Ce qui est sûr en attendant, c'est que le fugitif s'est faufilé par cette ouverture. C'est une semi qui avait été fracturée avant et donc il a dû réutiliser le même trou pour pouvoir passer, quoi. Le chauffeur reprend la route sans rien noter d'anormal et arrive comme prévu à 13h30 à l'entrepôt de Bonnard. Trébert, lui, n'a pas laissé de traces de son passage, ou presque. Un sac plastique a été retrouvé. Sac plastique a pu contenir des vêtements, puisque M. Trébert a été vu à l'atelier avec un sac plastique contenant des vêtements. Trébert s'est-il ensuite engouffré dans la forêt toute proche où les enquêteurs concentrent leurs recherches, ou bien a-t-il poursuivi sa cavale par la route? À l'heure qu'il est en tout cas, il est peut-être déjà très loin. Bonsoir Claude Samper, vous êtes en direct à Joigny. Bonsoir. Dans l'Yonne. Des centaines d'hommes y participent toujours à ces recherches. Ont-ils ce soir un élément qui leur donne l'espoir de retrouver le fugitif dans les heures qui viennent?
Écoutez, ils ont toujours l'espoir de le retrouver dans les prochaines heures. À mon avis, non, parce que pour le moment, les recherches se poursuivent, mais sans aucun résultat tangible. La zone à explorer est immense. Les gendarmes fouillent toutes les forêts des environs et ça représente environ 15 000 hectares. Et fouiller 15 000 hectares de forêt avec 80 gendarmes et un hélicoptère, ce n'est pas simple. En plus, les gendarmes, ils passent leur temps à vérifier tous les témoignages qu'on leur apporte. Et là aussi, c'est compliqué. Je vous donne un seul exemple. Hier, le maire de Douai est arrivé à l'aérodrome de Joigny avec sa femme dans un petit avion. Ils ont cru apercevoir un homme s'enfuir en courant. Sa femme affirme même avoir reconnu Jean-Pierre Trébert. Alors évidemment, les gendarmes ont envoyé des hommes vérifier et eux, tout ce qu'ils ont vu, c'est un homme qui faisait du jogging. Ce soir, les policiers ils vont à nouveau entendre le maire de Douai et sa femme pour vérifier leurs témoignages. Et vérifier ces témoignages, cela prend du temps. Et plus le temps passe, plus le fugitif a des chances de continuer sa cabale. Claude Sampère à Joigny. Merci Claude. L'actualité sociale en bref, et d'abord cette manifestation à France Télécom, ici à Paris, après la nouvelle tentative de suicide d'un salarié hier, on l'évoquait ici même. Ces jours ne sont pas en danger, mais le malaise est ravivé dans l'entreprise. D'autres rassemblements se sont d'ailleurs tenus à Troyes et à Marseille. Les syndicats dénoncent les méthodes de management. La direction propose de suspendre provisoirement les restructurations au sein du groupe. Et puis sachez que les producteurs de lait français appellent à une grève européenne illimitée dès ce soir pour dénoncer l'effondrement des prix du lait et la dérégulation des marchés décidée par Bruxelles. À l'étranger, d'abord ces nouvelles accusations contre Silvio Berlusconi en Italie. Elles concernent sa vie privée et les fameuses soirées entre guillemets qu'il organisait. L'un de ses proches affirme qu'une trentaine de femmes, dont certaines rétribuées pour leurs services sexuels, y auraient participé. Le chef du gouvernement italien se défend et multiplie les procès. Philippe Bisserias, Karine Guillaume. C'est une scène pour le moins surprenante. En plein sommet italo-espagnol, pendant la conférence de presse officielle, Silvio Berlusconi se justifie sur sa vie sexuelle. De ma vie, je n'ai jamais, même pas une seule fois, donné de l'argent pour une prestation sexuelle. C'est sa réponse aux révélations du quotidien milanais Corriere della Sera. Un entrepreneur, Gianpaolo Tarantini, aurait avoué devant les juges avoir recruté 30 jeunes femmes pour les soirées de Silvio Berlusconi. À l'insu du Premier ministre, il aurait même versé 1 000 € à 5 d'entre elles, qui auraient passé la nuit avec le chef du gouvernement. Patrizia ! La plus célèbre de ces jeunes femmes, la voici. Patrizia D'Addario, prostituée de luxe. Ces jours-ci, elle a débarqué à Venise, en plein festival du cinéma, volant la vedette aux acteurs d'Hollywood. Depuis des mois, elle raconte les détails de sa nuit avec Silvio Berlusconi. Peu de gens m'ont cru jusqu'à présent, mais je suis la seule qui ait dit la vérité. S'estimant protégée par 68% d'opinion favorable, Silvio Berlusconi n'hésite pas à flatter son ego. Sincèrement, je crois que je suis de loin le meilleur Premier ministre que l'Italie ait jamais eu en 150 ans d'histoire. Jouer l'ironie, la provocation, c'est pour Silvio Berlusconi une façon de montrer que ces scandales ne le touchent pas. Mais en fait, à chaque nouvelle révélation, son image se fragilise en Italie. En bref encore, l'insulte à Barack Obama. Vous mentez, lui a lancé un représentant républicain hier alors qu'il défendait sa réforme de la santé devant le Congrès. Ce dernier s'est ensuite excusé, un discours offensif de Barack Obama dans une ambiance tendue donc. Toujours aux États-Unis, c'est demain que seront commémorés les attentats du 11 septembre. Il faut savoir qu'il existe plusieurs centaines d'heures de vidéos amateurs sur l'événement, autant de témoignages sur la façon dont chacun a vécu cette journée inouïe. Ces films ont été regroupés par une association. Voici 2 d'entre eux, très courts, un peu comme 2 carnets de bord. Bernard Lebrun. De Brooklyn, un couple avec une caméra filme la première tour. Zoom avant pour comprendre et soudain... Oh merde! Mais quelle sorte de personne peut faire ça? Et de poursuivre, tu l'as, demande le gars. Je crois bien, dit la fille à la caméra. Il parle du second avion. Il est donc 9h03 à New York. On se souvient tous de ces images qui laissent sans voix. Mais ces caméramans amateurs sont subjugués par l'océan de papier qui s'envole dans la fumée, traverse l'East Side et se pose à Brooklyn à leurs pieds. Un tableau comptable, une lettre. Oui, le World Trade Center, c'était juste des bureaux. Occupés, pour la plupart. Autre lieu, autre équipe amateur. Manhattan au soir de ce mardi noir. Plus de 3000 morts. L'ombre portée, celle de l'opératrice. C'est un jeune couple qui se dirige vers les ruines incandescentes du World Trade Center. Ground Zero désormais, le niveau du sol.
libre d'accès visiblement, croisant ses pompiers, épuisés, effondrés. Le silence est incroyable pour une ville de 8 millions d'habitants. Puis ils avancent pour voir et comprendre, en quête de concret. C'est un siège de l'avion? Ben, je crois bien. C'est un peu gros pour un avion, non? Ben, il faut chercher la ceinture alors. Il n'y a pas de ceinture, juste des envies de savoir. Mais il y a des cendres dans Broadway déserté ce soir-là. Arrivé chez les sauveteurs, le couple achève son film sur cet homme à la poupée qui cherche une identité, un sens, une trace, dans le chaos. Il est 20h23, restez avec nous. À suivre, reportage sur ces enfants nés d'un don de spermatozoïdes et qui souhaitent maintenant connaître l'identité de leur père biologique. C'est l'un des dilemmes des lois de bioéthique et c'est le dossier de cette édition. Souhaitez-vous être vacciné cet automne contre la grippe A? On découvrira les résultats de notre question internet et le détail des préconisations du Haut Conseil de la Santé. Et puis du football, la France est à la peine mais les grandes nations cartonnent, sauf l'Argentine de Maradona. Tous les buts à découvrir dans un instant. D'abord, donc, cette interrogation aux frontières de l'éthique, de la biologie et de la médecine. Faut-il autoriser, sous condition, la levée de l'anonymat des donneurs de spermatozoïdes? La question sera tranchée dans les prochains mois. Il y a un chiffre à avoir en tête, regardez. En 30 ans, 50 000 enfants sont nés suite à des dons anonymes. Beaucoup aujourd'hui veulent tout simplement savoir, sans forcément reconstruire une histoire. Dossier signé José Blanc-Lapierre et Dominique Bonnet. Elles sont sœurs, ne se ressemblent pas. Elles ont chacune un père différent et inconnu. Pour les avoir, leur mère a fait appel à un don de sperme anonyme. Son mari était stérile. Aujourd'hui, le mystère de leur naissance est devenu pesant pour les trois sœurs qui voudraient au moins mettre un visage sur celui qui leur a donné la vie. Qui me donne au moins une photo ou peut-être un petit quelque chose qui pourrait m'aider à le connaître. Mais juste son visage. Mais après, de parler avec lui, connaître sa vie et tout, pas spécialement. C'est une personne qui a donné son sperme. On le remercie pour ça parce que ça nous a donné la vie. Au pire, oui, le remercier et puis juste physiquement le voir. Mais sans pour autant aller dans une discussion avec lui. Mes filles ont droit à la vérité. C'est ce que leur mère a toujours défendu. Après avoir attendu qu'elles grandissent, elle leur a tout dit, en présence du père qui les a élevées et qui est mort depuis. J'ai toujours eu l'intention de dire leur secret. Je ne l'ai pas dit pourquoi, parce que leur papa ne voulait pas. Il se sentait humilié le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants. Mais au fur et à mesure des années, pour moi, ça devenait invivable. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Mais de l'autre côté de l'éprouvette, ces donneurs anonymes seraient-ils d'accord pour lever le voile sur leur identité? Certains disent oui, comme cet homme qui, après avoir eu 3 enfants, a fait un don il y a 20 ans, par générosité, dit-il. Ce ne sont pas mes enfants, mais encore une fois, j'ai fait un don. C'était avant tout pour rendre des couples heureux. Et ces enfants, en fait, moi aussi, j'ai envie de les rencontrer, de les voir. Dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, la loi pourrait changer l'année prochaine et proposer de lever l'anonymat sur le don de sperme. C'est déjà le cas dans la plupart des pays européens. En France, ceux qui s'y opposent craignent que le nombre de donneurs déjà insuffisant ne diminue encore. En 2006, ils étaient moins de 500 pour 2000 couples en mal d'enfants. La grippe A, avec d'abord cette information qui nous est parvenue il y a moins de 2 heures. Un homme de 70 ans est mort près de Bordeaux. C'est le 4e décès en France métropolitaine. Bonsoir Francis Mazoyer, vous êtes sur place. Il faut souligner que cet homme présentait par ailleurs, et comme souvent d'ailleurs dans ces cas-là, une pathologie grave. Oui, une première précision, David. Cet homme est décédé mardi à l'hôpital d'Arcachon, mais les autorités n'ont eu confirmation qu'aujourd'hui de la présence du H1N1 par le laboratoire du CHU de Bordeaux. En tout cas, la grippe A n'était qu'un facteur aggravant, car cet homme souffrait d'une pathologie lourde, à savoir une forme de cancer ayant des conséquences pulmonaires. Nous avons par ailleurs appris aujourd'hui la fermeture de 3 classes en Gironde liées à des cas suspects de grippe A.
Merci Francis pour ces précisions. Effectivement, aujourd'hui encore, une quinzaine de classes au total ont été fermées ici et là en France. Image ici de Castries dans l'Hérault où un collège entier de 850 élèves va fermer ses portes pendant 10 jours. 16 élèves au total répartis sur plusieurs classes présentent des symptômes grippaux et la présence du virus H1N1 a été confirmée sur plusieurs d'entre eux. Voici maintenant le résultat de la question de la semaine que nous vous avons proposée ce lundi. Je vous en rappelle l'intitulé. Souhaitez-vous être vacciné contre la grippe cet automne? Résultat oui 64,4, non 35,6. Vous avez été près de 20 000 à répondre. Merci à tous. Alors c'est ce matin que le Haut Conseil de santé publique a rendu son avis sur ce vaccin. Comme nous vous l'indiquions dès hier, il préconise en priorité des vaccinations ciblées. Pour qui et comment? Explication Perrine Bonnet. À côté des stocks de Tamiflu, le gouvernement entrepose maintenant des vaccins dans ses hangars. Des milliers de lots livrés chaque jour. Quel est ce vaccin? Fabriqué à partir de la souche AH1N1, il nécessitera sans doute 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Il ne remplace pas le vaccin de la grippe saisonnière. Quand arrivera le vaccin? Pas avant mi-octobre. Le moment venu, l'assurance maladie enverra un bon de vaccination aux personnes concernées. Qui sont ces personnes? D'abord, le personnel soignant et de secours, puis les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons, enfin les sujets à risque entre 2 et 64 ans. Y a-t-il des contre-indications? Non, hormis les allergies à l'œuf. Pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans, les laboratoires essaient de fabriquer des vaccins sans adjuvant, un produit qui peut perturber l'immunité. Y a-t-il des effets indésirables? Le seul connu s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique. Selon les autorités sanitaires françaises, il survient dans 1 cas sur 1 million. Un chiffre à mettre en rapport avec la mortalité liée à la grippe. Selon l'OMS, environ 1000 décès sur 1 million de malades. Des images de football pour terminer. On y voit plus clair après la soirée d'hier sur les pays qui participeront à la Coupe du Monde en 2010. La France a fait la grimace, mais la plupart des grandes nations ont fait la différence. Christophe Duchiran. Avant le voyage à Belgrade, on savait l'équipe de France au bord de la crise de nerfs. Alors, comme très vite, l'arbitre a sifflé pénalty et expulsé le gardien français pour une petite faute, on a cru la catastrophe. Milija s'ouvre le score, la Serbie mène 1-0, les Bleus jouent à 10 et l'adversaire à 11. En général, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et c'est souvent pareil pour le footballeur de l'Hexagone. Une demi-heure de jeu, Thierry Henry égalise. Match nul méritoire de l'équipe de France, qui devra sans doute en passer par les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde 2010. Selon toute probabilité, l'Argentine aussi va devoir utiliser les chemins de traverse. L'Argentine de Diego Maradona s'est inclinée au Paraguay 1-0 la nuit dernière. Triste tango. Pour l'instant, les Argentins sont barragistes. Entre le chemin des écoliers et le chemin de l'excellence, il y a un monde. Prenons les Espagnols. 8 matchs, 8 victoires. 3-0 hier soir contre l'Estonie. Une qualification directe et un billet en première classe pour l'Afrique du Sud. Les Anglais ont obtenu eux aussi leur carton d'invitation au mondial sud-africain. Car les Anglais ont tiré les premiers dans tous les sens. Victoire 5-1 contre la Croatie. 10 pays sur 32 sont désormais qualifiés. Pas de surprise, les gros bonnets sont déjà là, le Brésil, les Pays-Bas, prochainement l'Italie et l'Allemagne, en attendant la France. Peut-être. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Nicolas Sarkozy a livré les modalités définitives de la taxe carbone. Elle sera finalement de 17 € par tonne de CO2, soit 4 centimes par litre d'essence à la pompe, intégralement compensée. Tout à l'heure, sur ce plateau, Jean-Louis Borloo indiquait qu'on se préparait à l'après-pétrole et évoquait un signal important. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, c'est toujours un temps de vacances. 20h35, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et au sommaire, notamment l'enfer des travaux, enquête sur le parcours du combattant. Pour l'info, demain 13h, Élise Lucet. Ce week-end, vous retrouverez Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.